inviter les deux intervenants de cette table sur la thématique des événements négatifs de l'enfance, Adverse Childhood Events, ACE, et psychotrauma, expérience, pardon, et psychotrauma. Donc c'est à double voix avec deux psychiatres, donc le docteur Arnaud Fernandez, qui est maître de conférence à l'université Côte d'Azur, qui est également psychiatre, praticien hospitalier, pédopsychiatre. Pardon, je me mets là. Sinon, t'appuies dans la caméra. Donc pédopsychiatre, responsable du centre expert de psychotrauma pédopsychiatrique à Lanval. Vous avez aussi d'autres activités de recherche aussi. Vous compléterez si j'oublie des choses importantes. Et le pendant, je dirais, adulte du centre expert, donc le docteur François-Xavier Couchou, qui est praticien hospitalier également, psychiatre au CHU de Nice, et qui est responsable du centre expert psychotrauma régional PACA et Corse, côté adulte. Voilà, donc je trouve ça passionnant d'ailleurs que ce soit à double voix, parce que je pense que c'est important qu'il y ait cette continuité qui soit étudiée au niveau de l'enfance finalement jusqu'à l'âge adulte. Ça c'est peut-être mon côté psychiatre adulte et thérapeute familial. Je pense que c'est important aussi d'avoir cette lecture longitudinale des événements. Voilà, je passe le micro. Bonjour à tous, du coup, donc François-Xavier Couchou. Donc effectivement, on va faire ça à deux voix, on s'est un petit peu découpé, réparti les tâches. Moi je vais plutôt parler du psychotrauma en tant que tel, et Arnaud parlera plutôt des ACE, donc les événements adverses de l'enfance, et après on verra comment on articule tout ça dans la prise en soin. Déjà un tout petit peu, et ça, je voulais aussi réagir du coup à ce que disait Françoise juste avant. Trauma, maintenant, c'est un terme qui est passé dans le langage courant et avec un écueil qui est celui dont on ne sait plus trop ce que ça veut dire. Qu'est-ce qui est trauma, qu'est-ce qui fait trauma ou pas. Donc j'ai fait un vraiment très bref historique, en tout cas dans la nosographie psychiatrique. Si on remonte vraiment, on a des descriptions cliniques de choses qui probablement étaient des troubles de stress post-traumatique dès l'Antiquité, notamment chez Hippocrate. On a ensuite les guerres napoléoniennes, avec notamment le syndrome du vent du boulet. Donc il y avait des gens comme ça qui étaient sur les champs de bataille et qui ensuite n'arrivaient plus à fonctionner, étaient terrorisés, ne dormaient plus, etc. Il y avait même une théorie où ils pensaient que c'était effectivement le vent du boulet qui faisait bouger le cerveau et qui faisait bugger le cerveau. Voilà, c'était un peu ça à l'époque, les hypothèses, voilà, on a bien évolué depuis. Et ensuite, une grosse prise de conscience à la Première Guerre mondiale, après la Première Guerre mondiale, où il y avait d'une part les gueules cassées, où là on voyait des lésions, où ils étaient défigurés ou très, très handicapés physiquement. Et on avait aussi plein de jeunes hommes qui ne fonctionnaient plus du tout, qui n'arrivaient plus à travailler, qui buvaient beaucoup, du suicide, etc. Mais finalement, c'est au moment de la guerre du Vietnam, il y a une grosse activité de lobbying du département des vétérans, le VA aux États-Unis. Et donc c'est dans le DSM-3 en 1980 que le trouble dédié à cette problématique de psychotrauma, qui s'appelle donc le PTSD en anglais, le TSPT, trouble de stress post-traumatique en français, et qui à l'époque a été rajouté dans la famille des troubles anxieux, à côté des troubles obsessionnels compulsifs, des troubles anxieux généralisés, troubles paniques, des phobies, etc. Finalement, dans la dernière mouture du DSM, donc le DSM-5, qui est apparu en 2013, on a créé une famille à part en se disant qu'en fait c'était pas un trouble anxieux, c'était autre chose qui n'était pas forcément, il y a plein d'autres symptômes qui n'étaient pas anxieux, et donc c'est la grande famille des troubles liés à des traumatismes ou à des facteurs de stress, avec deux autres troubles, le trouble de stress aigu et le trouble de l'adaptation. Et enfin, dans l'autre grande classification, qui est la classification internationale des maladies, on a vu apparaître le diagnostic de trouble de stress post-traumatique complexe. Donc, je ne sais pas si vous aviez cette terminologie. Parfois, on parle de trauma complexe, et qui est donc a finalement émergé. Donc on voit qu'il y a vraiment un chemin qui a été fait pour la reconnaissance jusqu'à la nosologie actuelle. Et même actuellement, il y a à chaque mouture des classifications une tension qui se fait entre est-ce qu'on ouvre beaucoup le concept ou est-ce qu'on le restreint. Donc volontairement, en fait, on pourrait dire que tout fait trauma et beaucoup de choses font trauma.
Et donc, notamment, un des garde-fous, c'est ce qu'on appelle le critère A, dans le DSM ou dans la CIM 11, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait, je vous ai mis exactement les termes, une exposition à un ou plusieurs événements impliquant une menace de mort, de blessure grave ou de violence sexuelle vécue soit directement, soit en tant que témoin, et dans la dernière mouture dans le DSM 5TR, c'est aussi possible, appris de manière indirecte, soit si c'était un proche qui nous l'a raconté, ou aussi l'apparition du contexte professionnel. Et donc on avait des gens, typiquement nous pour les attentats, les policiers qui étaient devant les écrans au moment où le camion écrasait des gens, etc. On a eu d'authentiques troubles de stress post-traumatique. Avant cette classification, stricto sensu, lui, il n'était pas en danger, il était dans sa salle de vidéo, il pouvait pas en fait, il cochait pas cette case-là. Mais on voit que le critère professionnel, il est aussi très arbitraire, parce on avait aussi des gens en 2011 qui regardaient en boucle l'avion qui se crachait dans les immeubles et qui ont fait des troubles de stress post-traumatique, alors que pareil, ils n'étaient pas en danger. Et comme c'était pas professionnel, théoriquement, on ne peut pas cocher ce critère-là. Et donc ça pose souci, et typiquement aussi parce que, typiquement chez les ados, on a des situations par exemple de harcèlement scolaire, qui la plupart du temps ne vont pas jusqu'à une menace de mort ou de menace sexuelle directe, etc. Mais avec des ados, moi c'est pas ma population, mais voilà, c'est des choses qui sont décrites, qui peuvent avoir des symptômes des symptômes de stress post-traumatique, alors même qu'il n'y a pas ce critère A. Et donc en fait on est embêté, il y a toujours cette tension entre une clinique subjective, on peut avoir une souffrance extrême de l'effroi et des symptômes qui s'apparentent vraiment, les symptômes qu'on va voir juste ensuite, et à la fois du coup des gens qui stricto sensu en fait n'ont pas ce critère-là, qui est là encore une fois pour faire un petit peu garde-fou et avec des choses qui évoluent petit à petit. Donc pour avoir un TSPT, il n'y a pas les images qui se mettent en dessous. Ah, c'est bon. Donc on a 4 grandes familles de symptômes, je fais vite, je pense que les gens que vous connaissez un petit peu. Donc on a la famille des reviviscences à la fois diurnes, donc des flashbacks dans la journée quand il y a des déclencheurs, ou parfois qu'on n'arrive pas à trouver de déclencheurs, et nocturnes, ce sont les cauchemars de répétition traumatique. On a ensuite les conduites d'évitement, donc là il y a l'évitement externe comportemental qui est assez facile à voir. Typiquement des gens qui ne peuvent plus aller sur la prom depuis l'attentat, ou même qui ne peuvent plus sortir dans la rue parce que toute voiture blanche ou camion blanc va me foncer dessus. Et l'évitement interne, qui est un peu plus subtil, c'est le fait de s'interdire de penser à des choses ou d'avoir un certain type d'émotion parce que tout de suite ça vient me déclencher. Et donc on peut avoir des gens comme ça qui petit à petit se distancient de leurs émotions notamment, ou qui s'interdisent tout un champ de pensée ou de réflexion. Le champ de l'hyperactivation neurovégétative, donc on sait, ça c'est vraiment une inscription très corporelle du trauma. On a cette balance entre le système du stress sympathique et du calme parasympathique qui est dérégulé. Et donc ça va avoir plein d'impacts. Et on a des gens qui ont de l'hypersudation, des contractions musculaires, qui n'arrivent plus à s'endormir, qui sursautent sans cesse. Il suffit qu'il y ait une porte qui claque et ils font la crise d'angoisse, ça se voit beaucoup en consultation. Donc on a vraiment cette hypervigilance globale du corps. Et enfin, on a quelque chose de beaucoup moins spécifique qui est l'altération des cognitions et de l'humeur. Altération des cognitions, c'est l'installation de croyances négatives sur le monde. Typiquement, le monde est dangereux, à tout moment on peut me foncer dessus, on peut me tirer dessus, on peut m'agresser sexuellement, etc. Et de l'humeur en général, au bout d'un moment, notamment si ça se chronicise, on va avoir un impact sur l'humeur, on va devenir triste, on va arrêter de sortir de chez soi, de voir des gens, etc. Et après, dans le DSM, on a 2 sous-types qui introduisent le concept de dissociation. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce concept de dissociation qui, là aussi, commence petit à petit à être connu. L'extrême du spectre de la dissociation, c'est le trouble dissociatif de l'identité qui a fait un peu parler de lui ces dernières années. En tout cas, dans le TSPT, on a des gens qui vont avoir des symptômes d'amnésie, de déréalisation, de dépersonnalisation, et des personnes qui ne l'auront pas. La déréalisation, c'est le fait d'avoir l'impression que le monde est un peu comme dans un rêve un petit peu irréel, on ne sait pas trop si c'est vrai, si c'est faux. La dépersonnalisation, c'est un peu la même chose dans le vécu du corps. Est-ce que ce corps, il est bien à moi? Est-ce qu'il existe vraiment? Est-ce que ce bras-là, il est vraiment... Voilà, des questions comme ça sur la manière dont on vit son corps. Quelques chiffres rapidement. Au niveau de l'exposition, on est à 7, c'est en France, 7 personnes sur 10 qui affirment avoir vécu au moins un événement potentiellement traumatique. Ça, c'est chez l'adulte. Avec une prévalence du TSPT de l'ordre de 5%, ce qui est à peu près commun dans les autres pays aussi de l'OCDE. Ça représente beaucoup de monde, ça fait plus de 3 millions de personnes.
Surtout en 2017, on avait montré qu'il y avait une fraction très faible de la population qui avait accès à des soins dédiés, et c'est pour ça que les CRP ont été créés, les centres régionaux du psychotrauma, le centre national de ressources et de résilience. Ça vient de ce constat que la France venait de vivre plusieurs attentats et qu'en fait les gens étaient mal soignés et étaient perdus de vue et se suicidaient ou ne travaillaient plus ou avaient plein de complications. Pour faire le lien avec l'enfant et l'adolescent, chez les adultes, après un même événement traumatique, on a à peu près 10% des personnes qui vont faire un trouble de stress post-traumatique. Chez les enfants et les ados, on est de l'ordre de 20 à 50%. Donc on a un risque x2, x5, on a vraiment une vulnérabilité. Donc ça s'est bien vu là aussi sur la prom où il y avait malheureusement beaucoup d'enfants et d'ados. Les enfants et les ados avaient beaucoup plus de risques de présenter ce type de symptômes. C'est une population qui est clairement vulnérable. Il y a beaucoup de comorbidités au trouble de stress post-traumatique. On est de l'ordre de 70 à 80% des personnes qui ont un trouble secondaire. Après, la question de savoir si c'est une vraie comorbidité ou une complication, c'est un petit peu autre chose. Donc, tout ce qui est abus d'alcool ou d'autres drogues, la dépression, donc la toxicomanie, les phobies spécifiques, phobies sociales, troubles anxieux généralisés, troubles paniques, avec à chaque fois des petites différences en fonction du genre. Et il y a une clinique spécifique chez l'enfant et chez l'ado où on va avoir d'autres symptômes, notamment un enfant qui va avoir une franche anxiété de séparation du jour au lendemain, on ne peut plus le déposer à la crèche ou à l'école, il se met à hurler si on l'enlève de ses parents. Des enfants qui n'arrivent plus à se réguler et donc avec des choses qui peuvent vraiment ressembler à du trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. La question du like, c'est de savoir probablement que si c'est pris en charge rapidement, ça vient mimer un TDA, mais qu'ensuite on va rentrer dans un développement normal, mais que probablement que si c'est pas pris en charge, on va avoir après d'authentiques personnes qui vont avoir ce tableau-là de manière chronique, et qu'il va falloir parfois traiter autrement malheureusement. Des tableaux d'énurésie d'encoprésie, donc au niveau des sphincters, et aussi, et ça c'est pas mal une clinique de l'ado il me semble, les problématiques vraiment comportementales avec soit le trouble oppositionnel avec provocation chez l'enfant, et ensuite les troubles des conduites avec ces ados qui vont avoir beaucoup de troubles du comportement, de mise en danger, de problématiques avec l'autorité, jusqu'à parfois un impact au niveau judiciaire. Il y a la petite diapo de ton équipe, je ne sais pas si tu veux la dire rapidement sur la PHQ. Il y a différentes tentatives de classification, notamment, je vous mets celle-ci parce qu'elle est assez connue, la classification de Léonore Terre, qui voulait distinguer les traumas type 1 et les traumas type 2. Trauma type 1 étant l'exposition unique, là, vous voyez, que ce soit un accident de la voie publique, ou là c'était les attentats dans une école, je ne sais plus où c'était, dans le sud de la France. Les traumas de type 2 qui seraient du coup les traumas répétés, soit directs, typiquement un enfant qui est battu directement, ou soit aussi intrafamilial d'un enfant qui assiste à des violences, typiquement entre les parents. Et donc est venu le diagnostic de troubles de stress post-traumatique complexe en 2019. Donc vous voyez, on a les symptômes que je vous ai racontés juste avant qui doivent avoir plus d'un mois. S'ils ont moins d'un mois, c'est un trouble de stress aigu. Et donc l'apport, c'est, vous voyez à droite, c'est la perturbation de l'organisation de soi, le POS, qui inclut dysrégulation affective, concept de soi négatif et perturbation interpersonnelle. Donc en fait, on est dans un impact beaucoup plus profond que les symptômes que je vous ai énoncés tout à l'heure, avec vraiment au niveau émotionnel des grosses difficultés de régulation, soit sur une hyperactivation, soit sur une hypoactivation des gens qui sont très, très dissociés de leur corps et de leurs émotions, soit parfois l'alternance entre les deux. Un concept de soi négatif, c'est-à-dire une croyance sur moi-même que je suis nul, je vaux rien, je suis un objet, on peut faire ce qu'on veut de moi, etc. Un impact sur la manière d'entrer en relation avec des gens qui vont avoir typiquement cette difficulté à être ajustés, soit en étant dans l'idéalisation d'un sauveur, soit en étant dans la méfiance et en alternant souvent entre les deux. Chez l'ado, on a les mêmes symptômes, donc on a typiquement les mêmes classifications. Au niveau de l'expression symptomatique,
on va avoir plus facilement une expression comportementale et somatique, donc au niveau du comportement, plus d'impulsivité, d'agressivité, de fugue, des ados qui se scarifient, qui se mettent à consommer des drogues, plein d'autres conduites à risque, parfois qu'on appelle conduite ordalique, le fait de se mettre en danger pour se sentir vivant. Les difficultés scolaires, avec justement les problèmes d'attention et de concentration, chute des résultats, de l'absentéisme, beaucoup de somatisation, et donc c'est vraiment un apport qui est aussi récent sur un ado qui se met à avoir mal à la tête, mal au ventre, des troubles digestifs, de l'eczéma, etc. Un repli social, un effondrement de l'humeur, et une majoration des conflits avec l'entourage. Et comme l'adolescence, vous le savez, est une période très particulière au niveau de la trajectoire développementale, on va avoir facilement une atteinte de l'estime de soi, de la perception de soi, des difficultés relationnelles et parfois des comportements sexuels à risque, des troubles alimentaires. On a des gens à ce moment-là, notamment des jeunes filles qui rentrent dans les troubles du comportement alimentaire, l'anorexie ou autre à ce moment-là. L'auto-agressivité comme mode d'expression de la détresse. Voilà, vraiment des choses où on vous a dit tout à l'heure que les filles avaient plus de conduite auto-agressive mais moins de suicides réussis. On a souvent comme ça des appels à l'aide via des conduites auto-agressives. Et là vous retrouvez typiquement la perturbation de l'organisation de soi dont je vous parlais juste avant. Donc vraiment, comme on est en train de structurer la personnalité, à ce moment-là, on a beaucoup plus de chances d'avoir une perturbation de l'organisation de soi, et donc, en général, les TSPT complexes se construisent pendant l'enfance et l'adolescence. Et donc pour faire le lien, effectivement, en épidémiologie, on s'est rendu compte que finalement, cette perturbation de l'organisation de soi, elle n'était pas tant liée au psychotrauma en tant que tel qu'en général à l'ambiance beaucoup plus large autour de l'enfant, et donc ce qu'on appelle l'adversité dans l'enfance. Et parce que finalement, on peut avoir des enfants, et c'est pareil chez l'adulte, hein, qui vont arriver à surmonter des choses extrêmement graves, et la première variable, c'est la qualité du support social, notamment en première ligne familiale et puis au-delà. Et donc en fait, finalement, c'est plutôt les carences qui sont autour, qui ne sont pas un trauma en tant que tel, au sens du critère A que je vous ai dit, mais plutôt de l'adversité beaucoup plus large, qui vient faire que ce trauma il va avoir un impact plus profond comme ça, ou pas. Alors merci François-Xavier, merci pour l'invitation. J'ai plus beaucoup de temps, mais j'ai qu'un message, donc je vais essayer de faire un peu rapidement. Et la pédopsychiatrie a toujours un peu moins de ressources que la psychiatrie adulte, donc voilà, on en témoigne encore aujourd'hui. Alors, le message, enfin moi, ce dont je voulais parler, c'est la question de l'anxiété. Ce qu'on a abordé tout à l'heure, hein, on a abordé ça. L'anxiété, c'est quelque chose de nécessaire, c'est la vie, c'est indispensable, c'est un affect. C'est moins pris en compte dans la réflexion actuelle. On aborde beaucoup l'enfant de manière psychométrique, avec ses compétences, le fonctionnement, les fonctions supérieures, la cognition, etc. Et on oublie un petit peu que l'anxiété, avant on disait quand même, hein, les grands-pères de la psychiatrie disaient que l'anxiété de l'enfant fait le lit de la dépression de l'adulte. Et on oublie que tout ça doit se penser à l'échelle d'une vie. Et l'anxiété, on oublie aussi que c'est contagieux. Je parlais à un infectiologue, hein. C'est contagieux, et on entendait tout à l'heure la question du parent stressé, de l'environnement stressant pour les enfants, à plusieurs échelles, l'échelle individuelle, l'échelle familiale, l'échelle de la société. Et cette anxiété, elle est contagieuse, et comment elle se soigne? Alors il y a un antibiotique pour l'anxiété. Comme c'est une infection, hein, c'est contagieux, il y a un antibiotique. Cet antibiotique, c'est pas un médicament, mais cet antibiotique, c'est la relation. Et c'est la relation à soi, d'abord, donc on parlera dans la journée de toute la façon d'améliorer la relation à soi, avec son monde intérieur, alors avec son corps, avec sa cohérence cardiaque, avec son alimentation, avec son rapport à l'environnement, mais son rapport aussi aux autres. Et pour les parents, la qualité de la relation, quand on est... Alors, la plupart des parents savent faire, être suffisamment bons pour leurs enfants, et ça ira, et 85% des adolescents ont besoin de rien. En termes d'intervention de professionnels, je parle. Hein. Mais pour ceux qui en ont besoin, il y en a quand même quelques-uns qu'il faut aider. Pour ceux qui vont développer des complications, qui vont aller mal et qui vont s'inscrire éventuellement dans la pathologie, ceux-là, il faut un petit peu les guider, les aider. Et la dimension relationnelle, elle est majeure, et elle doit intervenir avant toute intervention médicamenteuse ou toute intervention médicale en général. Et par exemple, des choses très simples, quand un parent, vous savez, il y a deux types d'adultes, hein, le soir, il y a ceux qui ont le pic endogène de mélatonine et qui s'endorment au bout de 10 minutes devant le film, quel que soit le film, et puis il y a ceux au contraire qui ont plutôt le pic de cortisol un peu décalé, et qui vont le soir faire des listes, régler leurs problèmes, penser à tous les soucis qu'ils n'ont pas pu résoudre, et puis qui vont avoir du mal à s'endormir.
Et ceux-là, cette deuxième catégorie de gens, c'est génétique, hein, ça on n'y peut rien, au contact de leurs enfants, de leurs adolescents, ben, ils font comment? On ne va pas parler des problèmes de la journée, on ne va pas les éviter non plus pour pas les... Et donc il y a des choses très simples, ça a été évoqué tout à l'heure, des questions comme par exemple la gratitude. On peut aller aborder son adolescent et lui dire qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, cite-moi 3 choses bien. Ouais, mais il n'y a rien, mais réfléchis quand même un petit peu, je suis sûr que tu vas réussir à trouver 3 choses bien. Et finalement rentrer en interaction. Alors c'est même pas 1 heure non stressée, hein. C'est 10 minutes pas stressées le soir, ben, c'est des fois plus important que d'être dans des situations de contagion anxieuse. Ouais, j'ai 9 minutes, mais ça va aller, on va aller vite. Donc, je ne vais pas définir tout ça parce que j'ai pas le temps. Tout ça, c'est l'extension du domaine du trauma. On ne sait plus de quoi on parle. On ne sait plus si on parle d'adversité, si on parle de psychotraumatisme. Alors, il y a des classifications, il y a des catégorisations qui sont très utiles en recherche, et en recherche clinique notamment, parce qu'il faut quand même tester l'efficacité des interventions. Mais il y a un concept particulièrement intéressant parce qu'il y a un problème, une mauvaise nouvelle et une solution. Et c'est la solution qui nous intéresse, et c'est pour ça qu'on va aborder les choses sous l'angle des événements négatifs de l'enfance, les ACE. Alors, je vais passer un petit peu vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Enfin, il y a 3 familles d'ACE sur le plan, je dirais, épidémiologique. Les ACE, c'est ce qu'on vit dans l'enfance qui va impacter notre santé à l'âge adulte. Voilà. C'est les événements difficiles de notre enfance et qui vont faire, pour des raisons complexes, multifactorielles et non élucidées à ce jour, c'est pas causal directement, hein. C'est pas parce que j'ai vécu un divorce conflictuel des parents, ou que j'avais un parent incarcéré, ou que j'ai été maltraité ou agressé sexuellement, que je vais développer forcément un infarctus du myocarde. Et pourtant, ça augmente le risque de le développer. Et ça, on a des études épidémiologiques extrêmement puissantes réalisées dans beaucoup de pays, avec 1,5 million de participants, et qui nous montrent que ce lien statistique, il existe. Certains événements que je vais vivre dans mon enfance vont impacter la santé à l'âge adulte. Alors, vont impacter la santé de différentes manières. Alors, on doit quand même à Felitti, alors pas que, mais aussi à son collègue Robert Anda, c'est des épidémiologistes nord-américains qui s'intéressaient à la vague d'obésité dans les années 90 et qui ont essayé d'aller en comprendre les déterminants. Et pour comprendre les déterminants, ils ont étudié finalement de manière déclarative sur des questionnaires les différents événements que les gens avaient vécus dans leur enfance. Et alors, ils ont bien fait de faire ça parce qu'ils sont tombés sur une espèce de cascade statistique. Encore une fois, c'est pas causal, c'est statistique, mais qui fait que quand on a vécu beaucoup d'événements négatifs dans l'enfance, au moins 4, on aboutit finalement à une mort prématurée. Et ça, on le sait avec les enfants confiés, hein, les enfants de l'aide sociale à l'enfance, qui ont en moyenne 20 ans d'espérance de vie de moins que la population générale. Alors ça, c'est les mauvaises nouvelles. Ça n'a pas l'air d'être des bonnes nouvelles, dit comme ça, mais vous allez voir qu'il y a une intervention possible. Alors, je passe sur les études, croyez-moi, des grandes méta-analyses, des études importantes réalisées sur tous les continents, qui nous montrent effectivement que 16% des adultes ont été exposés dans leur enfance à au moins 4 événements négatifs. Voilà. Et c'est ces gens-là qui vont présenter une morbimortalité plus importante et une espérance de vie diminuée. Et donc l'étude des événements négatifs de l'enfance, elle nous donne un risque statistique. C'est pas une prophétie négative, c'est pas une promesse, c'est pas obligatoire, il n'y a pas un lien direct. C'est pas comme les liens qu'on peut avoir avec l'usage du tabac, par exemple. On sait qu'il y a des choses qui sont stochastiques, mais des choses qui sont déterministes avec l'usage du tabac. Là, c'est un petit peu différent, mais ça va augmenter notre risque. Vous voyez, par exemple, ça augmente de 40 fois le risque d'usage de drogue intraveineuse, d'avoir vécu des événements négatifs de l'enfance. Ça augmente de 9 fois le risque d'être victime d'une agression sexuelle lorsqu'on est une femme. Voilà. Et tout ça, c'est une espèce de pression qui fait que l'adversité vécue dans l'enfance a un impact sur la santé des adultes. Alors finalement, le phrasé, c'est quoi? C'est que l'étude des événements négatifs de l'enfance démontre une relation étroite et graduelle entre l'étendue de l'exposition à la maltraitance ou aux dysfonctionnements familiaux durant l'enfance et de multiples facteurs de risque pour plusieurs principales causes de décès chez l'adulte. Voilà. Et ça, c'est un petit peu l'épidémie cachée, c'est un petit peu l'urgence, la nécessité de prendre conscience de ça, et finalement d'aller réfléchir, vous voyez tous ces petits gavroches là, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dans la balance pour essayer de contrecarrer ça, quelle intervention on va pouvoir faire. Et alors, avant, on ne savait pas trop, parce que dire qu'il fallait ne plus vivre d'adversité dans l'enfance, c'est facile, mais la réponse, elle est complexe. Elle est politique, elle est sociétale, elle est multifactorielle, elle appartient à chacun, à tout le monde et à personne en particulier. Mais finalement, il y a un concept récent qui est en train d'émerger et qui fait l'objet, alors c'est une chercheuse de la Johns Hopkins University qui a lancé le concept en 2019 dans une revue qui s'appelle JAMA Pediatrics, une revue très importante. Et depuis, le nombre de travaux est croissant. Donc quand on parlera de ça dans 10 ans, probablement qu'il y aura plus de 10 000 sujets. Il y a beaucoup de travaux prospectifs qui sont en cours sur ce phénomène, des études qui sont en cours, qui n'ont pas encore donné leurs résultats. Et c'est ce qu'on appelle les événements positifs de l'enfance.
Les événements positifs de l'enfance, ils ont été catégorisés, donc vous voyez que c'est 7 interventions, et donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vous invite à aller consulter les événements positifs de l'enfance. Et pourquoi je vous invite à aller consulter ça? Parce que, je dis la diapo d'après, mais voilà, c'est un remède très important à l'adversité, et les événements positifs de l'enfance vont produire des effets chez les enfants qui sont indépendants de la quantité d'adversité qui a été vécue. C'est-à-dire que quelle que soit la difficulté, le nombre d'épreuves qui ont été traversées dans l'enfance, augmenter, déployer des interventions positives de l'enfant chez les... Alors, ça chevauche en gros les grands axes qui ont été proposés tout à l'heure. On voit bien qu'il y a un overlap entre ce qui a été discuté là et ça, mais réaliser que les événements positifs de l'enfance produisent des effets indépendamment de l'adversité qui a été vécue, c'est se convaincre de leur nécessité, et on a un petit peu plus de prise collectivement sur ces événements-là que essayer de faire barrage toujours à l'adversité. Parce que faire barrage à l'adversité, des fois on n'y arrive pas. Et donc, un des arguments, alors là on est sur 6000 adultes, c'est les petites études, c'est les grosses études, mais les très grosses études sont en cours sur ce sujet-là. Mais sur 6000 adultes, pour les gens qui ont vécu 6 ou 7 événements positifs de l'enfance, qui se déclarent comme rentrant dans les cases de 6 ou 7 événements positifs de l'enfance, c'est moins 72% de risque de dépression et de troubles mentaux en général. Et ça, je vous le redis, indépendamment, il y avait même des gens dans cette étude-là qui avaient plus de 4 ACE, donc qui étaient des gens particulièrement à risque parce qu'ils avaient vécu une grande quantité d'adversité. Ils sont aussi protégés par ce bouclier. Et donc ce bouclier, c'est ce qu'il faut mettre dans la balance pour faire face aux événements négatifs de l'enfance et à cette vulnérabilité que ça va induire, c'est les événements positifs. Je sais pas, j'ai une minute. Ouais. Mince, c'est passé un truc... Alors, je reviens où on en était. Ça va, j'avais pas trop d'effet d'annonce, donc c'est pas grave. Hop. Voilà. Et donc, en résumé, ce que nous dit Christina Bettel, c'est la dame dont j'avais montré la photo de la Johns Hopkins University, qui est quelqu'un qui est une épidémiologiste là, qui a coordonné le plus grand travail à l'heure actuelle sur les PCE, qui sont repris par beaucoup d'équipes dans le monde actuellement. C'est quoi? C'est que la guérison, la protection de l'adversité réside dans la relation. Donc les PCE nous rappellent, les événements positifs de l'enfance nous rappellent qu'il ne s'agit pas seulement de protéger nos enfants de l'adversité, mais de leur offrir activement les piliers sociaux, relationnels et affectifs nécessaires pour s'épanouir. Et ça avant, on l'avait peut-être en tête, c'était du bon sens. Maintenant, c'est démontré. Il y a un corpus scientifique, il y a des données qui l'attestent. Donc, collectivement, à tous les acteurs de première ligne, de deuxième, et puis à tout le monde en général, de se saisir de ça pour faire barrière à l'adversité, en particulier celle sur laquelle on n'a pas malheureusement de prise. Alors, on voulait vous dire un petit mot sur les thérapies non médicamenteuses du psychotrauma. S'il nous reste une minute, je te laisse François-Xavier, et puis on aura terminé là. Parce qu'effectivement, moi je suis aussi, et presque surtout psychothérapeute. Dans le trauma, si vous voulez, le message c'est que les médicaments, je les ai quand même mis ici, mais ils sont très secondaires. Et globalement, souvent les patients ont du mal à l'accepter parce qu'ils trouvent souvent à juste titre que c'est un pansement sur une jambe de bois, même s'il y a des choses à faire pour améliorer le sommeil, pour couper des cercles vicieux, etc. et pour améliorer un petit peu les symptômes. Mais le travail de fond, il se fait en psychothérapie. Et notamment, on est retourné à un modèle de Pierre Janet, je ne sais pas si vous le connaissez, il a été un petit peu oublié au moment de la psychanalyse. Et donc, c'était un médecin, un psychologue, philosophe français. On a 3 phases qui sont un peu des repères, et en fait, on se balade entre ces 3 phases. Et la stabilisation, qui est la première phase, on a la stabilisation externe, c'est-à-dire qu'il faut déjà de la sécurité. On ne va pas faire de l'EMDR à une dame victime de violence par son mari si le soir elle rentre et que le mari est encore en train de la taper, ça n'a pas de sens. Les besoins fondamentaux également. Donc du coup on collabore à ce niveau-là avec les assistantes sociales, etc. On a souvent le souci du judiciaire, quand on a des temps judiciaires extrêmement longs et qu'on sait qu'il va y avoir le jugement encore dans 1 an, dans 2 ans, on voit bien qu'il y a des personnes chez qui c'est ça qui vient bloquer un peu la thérapie, même si ça peut aussi se travailler. Et après beaucoup, et c'est là aussi qu'on peut faire le lien avec l'OMNC, la stabilisation interne. Et donc là il y a des aspects de psychoéducation, de faire comprendre aux gens qu'ils ne sont pas fous et que pourquoi ils ont ces types de symptômes. Et après, on va travailler sur ce qu'on appelle les ressources, et c'est là aussi que ça rejoint les expériences positives de l'enfance, c'est qu'on va aller chercher dans la vie ce qui va bien chez les patients. Parfois, c'est tout petit, mais l'idée, c'est d'aller l'identifier. Est-ce qu'il y a quelqu'un à un moment donné qui a été un repère pour vous, qui vous a voulu du bien, en qui vous avez confiance, etc., ce qu'on appelle la figure ressource.
on va venir la gonfler avec des techniques d'hypnose notamment, etc., pour que les choses soient plus costauds. Après, on intègre des techniques de respiration, la cohérence cardiaque, la safe place, le lieu sûr, je pense qu'il commence à être assez connu. Finalement, le travail sur le trauma, c'est la phase 2. C'est là qu'on utilise des approches centrées trauma, comme le MDR ou des thérapies d'exposition. Mais c'est pas forcément la partie la plus longue. Et après, il y a toute la partie on appelle d'intégration ou de consolidation. C'est-à-dire qu'une fois que les souvenirs arrêtent de me péter à la figure et de me bousiller la vie, qu'est-ce que je veux? Et en fait, on a des gens qui sont construits sur un mode de survie. Et donc finalement, qui je suis, il y a une problématique parfois qui est identitaire, de quoi j'ai envie. Il y a des gens qui vont changer de travail, il y a des gens qui vont revoir toutes leurs valeurs, etc. Donc là, on travaille sur les valeurs. Parfois, c'est bizarre pour le conjoint, par exemple, qui pendant longtemps avait quelqu'un qui était assez inhibé, qui disait toujours oui, puis d'un coup, il s'affirme, mais comment je fais? Parfois, il faut accompagner à un niveau un peu plus systémique, etc. Donc là, c'est toute une partie qui est pas du tout médicamenteuse. Et chez l'ado en particulier, impliquer la famille, bien évidemment, c'est hyper important. Et actuellement, on est dans quelque chose où le corps prend de plus en plus de place. Il y a différentes manières de faire de l'EMDR. On peut vraiment se laisser guider par le corps. Moi, c'est la pratique que j'ai. Je ne suis pas le seul. Des thérapies très corporelles, notamment la thérapie sensitivo-motrice, la somatic experiencing. Il y a de plus en plus de psychomotriciens qui sont intégrés dans les équipes de trauma. On a montré aussi que faire de l'activité physique juste après une thérapie centrée trauma, ça a augmenté l'efficacité, donc il y a vraiment ce rapport au corps qui prend de la place. Après, on a d'autres champs qui sont moins directement liés sur toute la recherche avec l'ajout de psychédéliques, de traitements ou de neurostimulation. Voilà, donc ça c'est les deux services dont on fait partie, Arnaud et moi, si vous voulez le contact, si certains ont été interpellés pour du soin. Et donc voilà, la petite équipe de recherche commune qu'on a, qui s'appelle Coptech. Je vous remercie. Merci pour votre intervention. Je trouve ça passionnant parce que je la trouve pleine d'optimisme en fait. Le fait qu'il puisse y avoir à la fois des psychotraumas, on a vu la complexité de les définir, et en même temps des ACE, mais aussi des événements positifs qui peuvent avoir une action positive indépendamment du nombre de traumas et d'ACE. C'est plutôt réjouissant. Donc comme peut-être, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, sinon moi j'en aurais une directement à vous poser. Est-ce que justement là vous disiez il y a beaucoup de solutions psychothérapeutiques, tout ça. Est-ce que la thérapie familiale, il y a eu des études de fait là-dessus? Parce que j'ai bien aimé votre phrase, la guérison réside dans la relation. Donc est-ce qu'il y avait plus de choses là-dessus sur... Pour le pédopsychiatre, l'intégration de la dimension familiale elle est absolument nécessaire. On sait que de temps en temps, on n'a pas encore une psychopathologie, un trouble psychiatrique caractérisé qui a émergé, et on a un enfant qui est porte-étendard du malaise familial. Et la voie du rétablissement, elle passera par les enjeux familiaux. Alors c'est démontré dans certains troubles, avec un gros corpus scientifique comme dans les troubles des conduites alimentaires, on ne peut pas faire sans, c'est l'indication principale. Mais dans le psychotrauma, la thérapie par la famille, la thérapie par les pairs, la thérapie par l'associatif, par la communauté, par l'environnement est absolument indispensable. Et c'est d'abord tout ça qui doit être... Et c'est quand il y a des carences à ce niveau-là qu'on vient à des interventions qui sont plus incisives. Alors ça, c'est le pédopsychiatre qui parle. Oui, mais effectivement, typiquement le couple, moi ça va rarement plus loin. Et en fait, on a aussi un souci, c'est que nos deux centres sont pas au même endroit. Et qu'en fait, quand on a des familles qui sont traumatisées en tant que famille, on a des difficultés parfois parce que typiquement les parents souvent vont privilégier le soin de leur enfant et n'arrivent pas à trouver du temps aussi pour leurs propres soins. Mais d'un côté, ça va venir bloquer parce que s'ils vont pas bien, l'enfant ça rame. Et donc on a besoin d'un lieu commun, ça fait partie des questionnements qu'on a. Et donc cette approche systémique, elle est indispensable. Et pareil, même côté parent, quand on a un enfant qui souffre énormément, etc., c'est très difficile aussi d'être disponible, même pour aller mieux. Donc c'est sûr que cette vision, elle est indispensable. Une question dans la salle. Une jeune fille là, qui a posé qu'elle est là. Bonjour. Alors ça allait très vite, donc je fais ce que j'ai pu.
autant on voit, je pense, tous très bien ce que peut être un trauma, autant sur du coup les alternatives qui sont, je vais reprendre le terme exact, les événements positifs de l'enfance, concrètement, c'est quoi? Qu'est-ce que ça peut être en tout cas? Concrètement, c'est essayer de se mettre à la place de son enfant et essayer de voir comment on va pouvoir réellement et concrètement améliorer son expérience de relation à soi-même et aux autres. Un des exemples qui peut être intéressant, c'est quand on s'allie avec l'école. C'est-à-dire quand les interventions viennent de l'école, et on a vu les exemples sur la première intervention, le sentiment d'appartenance à l'école, c'est quelque chose qui est un remède extrêmement puissant. Et ça, l'école, c'est parfois vécu comme un lieu où on est jugé, un lieu où on est harcelé, un lieu où on est séparé. Il y a des angoisses de séparation qui sont fréquentes chez les enfants. Donc je vais à l'école, je ne suis plus avec une figure d'attachement, je suis évalué sur mes performances, je suis voilà, dans quelque chose, j'ai chaud quand c'est l'été. Enfin, c'est des environnements qui sont extrêmement difficiles, alors que c'est quelque chose au contraire qui devrait nous procurer de la satisfaction. Et dès lors qu'il y a de la satisfaction et qu'on a un sentiment d'appartenance à l'école, je reprends ce qui a été dit tout à l'heure, mais c'est tout à fait démontré, quand j'ai fait une fresque commune devant mon école, quand je suis fier de montrer où est mon école, quand je suis fier de dire que j'ai réalisé telle ou telle intervention, ben là, ça c'est un événement positif de l'enfance. Il y a des enfants qui ont accès, d'autres qui n'en ont pas, mais si on le prend en compte, collectivement, on peut apporter ça. Alors ça c'est un des piliers, l'école, c'est un des cercles. Il y a aussi dans la relation, je disais tout à l'heure, la relation aux parents satisfaisante, la gratitude, pour donner des exemples concrets. Hein. Aller voir son enfant le soir, même qu'on soit endormi devant le film, ou qu'on soit en train de faire des listes de ses problèmes ou de refaire ses comptes, etc. Aller voir son enfant 10 minutes pour lui demander le carnet de gratitude, les 3 choses positives qu'on a fait dans la journée, c'est mobiliser à l'intérieur de lui ce qui est positif, ce qui est de la ressource. Il va être fier de pouvoir en parler. On va réussir à convertir des choses qui avaient l'air anecdotiques en choses très positives. Mais des fois, un truc positif dans la journée, c'est « Ah bon, tu t'es disputé avec personne aujourd'hui ?» C'est génial. Voilà. Bon, des fois, il faut un peu, faut trouver quoi. Mais faire cet effort pour se mettre à la place de son enfant et faire émerger quelque chose de positif, 10 minutes de concentration. Vous savez, les enfants et les ados, ils ont une addiction, pas que les écrans. Ils sont aussi addicts à l'attention de leurs parents. Et donc, quand on leur en donne un petit peu, voilà, c'est une addiction qui n'est pas trop délétère. Hein, donc voilà, on peut sombrer dedans. Quand on leur donne un peu de l'attention, ben, on a un pilier, c'est le pilier relationnel. Et donc pour ceux qui sont intéressés par ça, on met Positive Childhood Events, on regarde les 7 piliers d'intervention. Il y a des interventions individuelles, mais il devrait aussi y avoir des interventions nationales. C'est non médicamenteux, ça coûte pas cher, c'est du bon sens. Et maintenant, on commence à avoir des preuves que ça fonctionne. Et chez l'adulte, moi, la plupart des patients traumatisés que j'ai sont traumatisés dans l'enfance, ou en tout cas ça a commencé dans l'enfance. Et du coup, aller chercher ça, il y avait une relation avec la grand-mère où il y avait le prof de foot qui était... Et parfois ça suffit pour travailler. Donc en fait, effectivement, on peut avoir des gens qui sont extrêmement carencés, où il y a énormément de trauma, on dit comment on va y arriver, mais on va aller chercher ça. Et donc si on peut avoir un environnement qui fait que chaque enfant aura au moins ça, parce que c'est la société qui l'aura apporté, ce sera plus facile de travailler aussi. Merci. Allez, encore une. Juste un petit truc, en fait. Donc c'est bon. On va diminuer le temps. T'inquiète pas, c'est bon. Ouais. Une question encore. Moi, je voudrais faire une remarque, si je peux. Juste très courte, qui fera le lien. Je pense que... Bon, Arnaud, c'est passionnant, effectivement, et c'est réconfortant de savoir que des PCE vont pouvoir effectivement compenser les effets de la CE. Et donc, oui, pour moi, c'est clair, il faut créer les conditions de ces PCE dans l'enfance. Et là-dedans, l'école doit jouer un rôle. Parce que la gratitude, l'empathie, ça doit s'enseigner comme des compétences. C'est pas inné, sauf chez certaines personnes qui ont effectivement des capacités tout à fait étonnantes d'empathie, mais ça doit s'enseigner et se développer. Moyennant quoi, ça fait beaucoup de bien aux enfants, et donc après ça va diffuser, et il faut apprendre aussi aux parents effectivement à pratiquer ça. Ça, c'est des choses très simples qui coûtent pas cher et qui n'ont aucun effet indésirable. Donc ça fait le lien avec les programmes présentés par Hélène dans sa communication, donc qui existent dans les pays scandinaves, au Canada, voilà, tous les pays qui sont des exemples, qui sont des modèles.